commémorer l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Élus et représentants de l'État étaient rassemblés au fort d'Elgrès au lieu de la lutte contre l'esclavage. Le reportage de Nathalie Dinane et de Moïse Dexter est à venir. Et attention, des coupures d'eau sont à prévoir. Les agents du SIAG seront en grève dès lundi. Les raisons de ce mouvement et la carte des communes touchées dans ce journal. Et nous irons au Sainte, à Terre-de-Bas, à l'exploitation agricole Beaujour. Elle est l'unique structure de ce type dans notre archipel à produire des tonnes d'huile de bois d'Inde. Et elles sont fières de leurs courbes généreuses et veulent le faire savoir. Nous irons dans les coulisses de Miss Curvy, un nouveau concours qui entend valoriser les femmes voluptueuses. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Il y a 168 ans était aboli pour la seconde fois l'esclavage en Guadeloupe. Chaque année, les institutions se donnent rendez-vous au fort d'Elgrès, symbole fort de la lutte contre l'esclavage. Lecture du décret, dépôt de gerbes, déclamation, l'occasion de transmettre l'histoire aux jeunes générations. Reportage Nathalie Dinane, Moïse Dexter. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront absolument interdits. Le décret de l'abolition de l'esclavage rédigé par Victor Schœlcher est fait le 18 avril 1848. Je ne suis pas triste comme ils le disent. Je ne suis pas chauve comme ils le disent. J'ai donné mes tresses aux flammes qui m'ont guidée vers les nids de cyclones. En Guadeloupe, le 27 mai est la date choisie pour commémorer le combat héroïque des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour que nous soyons libres aujourd'hui. Je ne suis pas vieille, je ne suis pas jeune. J'ai l'âge des tombeaux anciens. Je n'ai pas de date de péremption. Un moment fort, un moment de recueillement, un hommage aux résistants à l'esclavage, aux combattants de l'oppression. Je suis l'enfant de l'orage et du volcan. J'ai traversé de l'est à l'ouest la terre. Ma vie s'arrête à mes 5 ans. Je compte jusqu'à 7. C'est ici même que nous avons le sacrifice de Delgrès qui a commencé, qui s'est passé 2 jours. Le lendemain, le 28 mai à Matouba. Donc ce mois d'ailleurs, c'est un mois de commémoration, c'est un mois de souvenir, c'est un mois d'obligation pour nous, fils et filles d'esclaves, d'anciens esclaves. C'est une obligation pour nous de rappeler que nous sommes respectueux du sacrifice de nos ancêtres. La mémoire progresse dans les consciences, l'esclavage est aboli, mais il existe sous d'autres formes. Nous ne sommes pas en train de redevenir un peuple esclave, esclave du RSA, esclave des minima sociaux, esclave des prestations sociales. Nous pensons être généreux par ce système de redistribution, mais en réalité, cette générosité, cette solidarité que je ne remets pas en cause, ne participe-t-elle pas à nous faire perdre ce pourquoi nos ancêtres se sont battus, à savoir la dignité? Nous sommes libres, mais nous subissons. Ça, c'est une belle question. Vous avez posé la question, vous avez répondu. Et comme je le disais dans mon discours, quand vous voyez des familles sans eau, sans électricité en Guadeloupe, sans moyens, sans travail, que certains vont visiter quand il s'agit des élections, certains gardent sous domination pour les élections et ne font rien pour les accompagner, c'est une forme pour moi d'esclavagisme. Et quand j'entends certains parler du vivre ensemble, ce sont des mots qui sortent de la bouche, même pas du cœur. Mais je le dis qu'on peut le faire sortir du cœur quand il y a cette volonté. Et ce devoir de mémoire, de dire que c'est un devoir que nous devons faire aujourd'hui, respecter et honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour nous. Assumer notre passé désuni pour assurer notre avenir commun, des mots forts en ce jour où la mémoire rassemble. Nous avons espéré qu'un élan unanime rétablirait nos droits, reconnaîtrait leurs crimes. Souvent, dans la vie, et particulièrement dans les heures graves, le doute ou l'hésitation peuvent se glisser dans les esprits. Il n'y a qu'une façon de voir clair et de rester irréprochable, penser et agir comme l'honneur le commande. Louis Delgrès et ses hommes l'ont prouvé de la plus éclatante des manières. Leur combat a ô combien préparé
ce grand moment où les chaînes ont été définitivement brisées. Pour nous, ils sont des symboles, les symboles de la République qui brise les chaînes, qui casse les discriminations, qui affirme que la valeur d'une femme, d'un homme, ne se juge pas à la couleur de sa peau. Le 27 mai n'est pas le seul jour où nous devons et nous pouvons nous souvenir et partager sentiments et ressentiments. Les lieux de mémoire sont nombreux sur tout le territoire. Nous avions besoin d'avoir un lieu où tous ensemble on peut se retrouver, enfants de victimes, enfants de bourreaux ou enfants de victimes et de bourreaux, nous pouvons nous retrouver, frissonner ensemble et repartir quand on visite le mémorial. On repart changé, on repart, je dirais, heureux d'ailleurs d'avoir ce lieu-là pour nous donner la possibilité de dire en fait nous sommes capables d'assumer. C'est qu'Ignace est mort, fier héros, faisant face à Pelage et Goubert, les chiens de l'empereur, chacun rivalisant de crimes et d'horreurs. Une histoire à transmettre. Les héros reliant les abîmes à la ville de Pointe-à-Pitre se trouvent des mémoriaux dédiés à 3 Guadeloupéens qui ont ardemment combattu l'esclavage dans l'archipel. Je parle bien entendu de la mulâtresse Solitude, Louis Delgrès et Joseph Ignace, de fervents combattants. Mais les connaissez-vous? C'est la question que vous a posée Karen Diama et Linda Kayarsi. Oui, ça c'est Ignace. Ouais. Vous connaissez un petit peu son histoire? Non, pas tellement, mais je crois que c'est un monsieur, je connais qu'il est battu pour l'abolition de l'esclavage d'après moi. Si je ne me suis pas trompé. Ben, monsieur Ignace. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Ben, il a fait des bonnes choses pour la Guadeloupe. C'est Ignace, voilà. Est-ce que vous connaissez un petit peu son histoire? Eh bien, c'est quelqu'un qui a été un des résistants au niveau de l'esclavage, qui a beaucoup fait pour lutter pour que l'esclavage soit aboli en Guadeloupe. Voilà. Enfin, aboli, c'est pas lui, c'est Chalcher, mais en même temps, il a contribué à libérer les esclaves. Voilà. Est-ce que vous connaissez les statues qui sont de l'autre côté sur le boulevard des Héros? Oui, bien sûr. C'est Delgrès, Ignace et Solitude. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait pour nous? Ce sont des pensées pour permettre d'être contre l'esclavage, je crois. Hein, et ils se sont défendus pour nous. Voilà. Et nous leur rendrons honneur. Delgrès, Solitude et... Oh zut, j'ai oublié l'autre. Delgrès, Ignace. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Je sais qu'ils ont combattu pour la race noire, quoi. Là, par le Solitude, moi-même, en bas de on connaît, je suis né en 32. Et c'est le monde qui te paye. Alors, fini Solitude et qui d'autre nous l'envoie? Delgrès? Delgrès, Ignace. Routini, Montenol. Vous ne connaissez pas Montenol? Hein? Là où, vous connaissez la rue Montenol? Où il se trouve, lui, Montenol? Et c'était un grand débuté, c'était un grand ministre. Et quand tous ces gens-là, ça fait bon nous? Ils ont fait travail, ça dû être fait à l'époque ailleurs. Ils ont ouvert la route. Ben nous, nous avons venu, on a dit esclave. Ce n'est pas esclave, jusqu'à présent nous esclaves. Non, jusqu'à présent nous esclaves. Guadeloupe, Haïti, 2 destins liés, 2 peuples qui ne se comprennent pas toujours. À l'occasion de la commémoration de l'esclavage, le festival Héritage Mémoire Vivante, qui se tient en ce moment même à Petit Canal, a mis à l'honneur les relations fraternelles entre ces 2 régions. Reportage Isabelle Hameau. Ils n'étaient pas nombreux ce matin, mais attentifs pour mieux comprendre l'histoire qui lie la Guadeloupe à celle d'Haïti, 2 peuples au passé commun, mais dont les relations sont parfois difficiles. Il y a un premier niveau de représentation qui est chez les intellectuels, chez un certain nombre de personnes où la représentation d'Haïti se réduit très souvent à cette première République noire. Hein, et donc, à l'exemple, on retrouve les éléments chez Césaire, etc. Là où la négritude s'est d'abord mise debout. Et de notre côté, il y a Haïti d'aujourd'hui. Haïti de la malgouvernance, Haïti de la crise économique, sociale, culturelle,
et Haïti, par conséquent, de cette émigration très forte en direction des États-Unis et en direction de nos régions. Et c'est cette double représentation qui rend paradoxale la relation entre nos deux pays et qui fait que, bon, en même temps, les Guadeloupéens vis-à-vis d'Haïti ont un regard qui est quelquefois un regard de rejet, mais ils ne peuvent pas danser s'il n'y a pas de combat. Un combat que ces deux îles au destin croisé ont mené face à Bonaparte. Ce sont deux îles rebelles, deux îles qui ont rejeté son autorité. Avec toute cette ouverture à Saint-Domingue, avec le gouvernement provisoire en Guadeloupe. Et donc, il veut, comme il a remis de l'ordre, non seulement en France mais en Europe, il ne peut pas supporter ces tâches en quelque sorte. Donc, il faut coûte que coûte qu'il les remette au pas. D'où deux expéditions punitives, souvent démesurées, mais l'objectif étant de mater la rébellion des officiers en priorité. Et en arrière-fond, rétablir l'esclavage. L'immigration haïtienne a commencé en Guadeloupe de façon massive dans les années 70. Aujourd'hui, on compte près de 15 000 Haïtiens en situation régulière et environ 3 000 en irrégularité. Mais quel regard porte ce peuple sur la Guadeloupe? Les Haïtiens ont écho quand même d'actes xénophobes qui ont pu être perpétrés en Guadeloupe, sont assez suspicieux, mais d'une manière générale assez bien. Et je peux même dire que bon, lorsqu'on leur demande l'île de la Caraïbe qui ressemble le plus à Haïti, ils vous disent la Guadeloupe. Donc de ce point de vue-là, cela marche et je vois la facilité avec laquelle au Coréca notamment on a pu établir un certain nombre d'échanges. Cela fonctionne assez bien. Maintenant, ils savent pertinemment aussi que bon, être bien percevant ne signifie pas bien recevoir. Des relations anciennes et des liens forts néanmoins nourris d'influences culturelles mutuelles. Et le festival Héritage Mémoire Vivante se poursuit à Petit Canal ce soir avec un concert de clôture où sont attendus Tricia Ivy, Éric Pédurand, Joël Ursule et Akio. Fête des réserves d'eau, plusieurs communes seront touchées par des coupures d'eau dès lundi. Les agents du SIAG, affiliés UNSA-UGTG, ont déposé un préavis de grève. Sur la table des négociations, 4 points de revendication. Le point avec Linda Kayarzi. Non-respect du protocole d'accord du 3 mars 2016, paiement de la prime de vacances, calcul, paiement des congés et situation sanitaire de la steppe de Montauban. Voici les 4 points de revendication du personnel du SIAG, affilié à l'UNSA et l'UTC-UGTG. Des revendications évoquées jeudi lors d'une table ronde au siège du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe. Les négociations n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Résultat des courses, les organisations syndicales n'ayant pas obtenu satisfaction ont décidé de se mettre en grève à compter de lundi. Dans un communiqué, le SIAG évoque une incidence financière des points de revendication pour expliquer l'échec des négociations. Néanmoins, soucieux du maintien et de la distribution de l'eau, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau a renouvelé son appel au dialogue. En attendant de nouvelles discussions, la distribution de l'eau sera fortement perturbée à compter de lundi, et ce malgré un service minimum. Les communes impactées, Goyave, Petit-Bourg, Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et La Désirade. Dépités des attaques de chiens errants contre leur cheptel, les éleveurs de bovins de la Guadeloupe avaient décidé de frapper un bon coup pour se faire entendre. Ils avaient, souvenez-vous, enchaîné un veau mort à la porte de la Chambre d'agriculture. Patrick Célin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Chambre. Alors, vous avez rencontré mercredi soir les représentants des éleveurs de bovins, notamment leur président, Charlie Saint-Garin. Quelles ont été les conclusions de cette réunion? Est-ce que vous avez trouvé des solutions? On n'a pas trouvé de solution. Si la solution toute faite existait, je pense qu'on ne serait pas là. Je crois que j'ai pu quand même, avec, bien sûr, suite à cette occupation de la Chambre, donc à tort d'ailleurs, puisque je leur ai expliqué, il n'appartient pas, c'est la responsabilité d'un combat à la Chambre en tout cas, un coup plutôt aux communes. Et donc, n'empêche que nous avons travaillé, j'ai pu faire venir quand même autour de la table un certain nombre de responsables, notamment la région, le département, l'État, l'association des maires, les groupements de défense sanitaire, Cap-Viande. Donc il y avait un certain nombre de vétérinaires, donc une association de défense aussi des animaux. Donc ensemble, nous avons travaillé pendant près de 4 heures.
Et nous nous sommes donné rendez-vous, puisque, comme je vous dis, il n'y a pas de solution toute faite. Il faut que nous puissions travailler, que nous puissions un petit peu fouiner et chercher la solution la plus appropriée pour arrêter quand même cette hécatombe des chiens errants, qui est la deuxième cause de mortalité, je dis, du cheptel bovin en Guadeloupe. Patrick Célin, il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est que ça fait des années que ce sujet, cette question, cette problématique revient. Pourquoi comment expliquer qu'on n'ait toujours pas trouvé de solution aujourd'hui? Et vous le dites, parce que c'est un problème grave pour les éleveurs. C'est un problème récurrent, je le dis. Pourquoi on n'a pas trouvé? Est-ce qu'on s'est mis autour de la table? Je crois que si, peut-être pas la première fois qu'on l'a fait, mais ce qui est difficile dans notre pays, c'est l'assiduité. On a mis en place, certainement, puisque un vétérinaire qui était là, qui l'a dit, on a mis en place un dispositif, mais malheureusement, une fois que ce problème s'est un petit peu tué, on a aussi arrêté mais qu'on baisse la garde. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on a baissé la garde. Aujourd'hui, je crois que nous sommes tous d'accord pour aller plus loin dans cette démarche-là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons pris ce rendez-vous le 15 et nous ne voulons pas lâcher parce qu'il faut quand même, c'est 28% d'attaques des chiffres de la préfecture de 2013 et 42% sur le cheptel caprin. Donc 28% des attaques sur les bovins. Donc nous estimons quand même, aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour travailler sur ce sujet-là, mais pérenniser notre travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter une fois que ça se serait tué pendant un moment. Je crois qu'il y a eu plusieurs pistes justement de réflexion, de solutions, des pistes des cages, des box, des dispositifs plutôt chers. Est-ce que ce ne serait pas judicieux de créer une structure pour accueillir les chiens errants? Alors peut-être qu'on aboutira à cela, mais il y a des responsabilités en la matière, comme je le dis. On peut créer des structures. Ce qui est important, c'est qui fera quoi demain. Et tout cela, nous sommes en train de réfléchir sur cela, puisqu'il faut, comme je vous dis, il faut qu'on dure dans ce qu'on va mettre en place. Il ne faut pas le faire comme avant et après arrêter. Aujourd'hui, nous avons mis en place l'idée d'un observatoire. Il y a aussi, bon, parce que c'est un petit peu à long terme, mais ce qu'il faut faire tout de suite, c'est empêcher à ces bêtes d'attaquer. Et on ne peut pas les tuer. Mais nous avons, bien sûr, invité aussi l'association qui protège les animaux. Donc, vous voyez que nous avons une approche différente que celle qu'on aurait pu croire. C'est vrai que l'agriculteur est exaspéré, il a envie peut-être aussi de tuer, mais il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et maintenant, le problème des chiens errants, la vision qu'on doit avoir aussi, c'est un petit peu aussi la population. Qui est chien errant? C'est le chien qu'on a laissé en liberté. Vous savez, la loi dit, à partir de qu'on ne maîtrise pas le chien sûr, à partir de 100 mètres, il ne vous entend pas, il est considéré comme divagant. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi de la population pour que nous puissions avoir une autre approche d'un chien ou d'un chat. Il faut que quand même, quand on a un chien, que ça fasse partie de notre famille. Parce qu'on peut avoir un chien aujourd'hui, c'est tout beau, et quand il a on a besoin de partir en congé, en voyage, on laisse ce chien pendant 15 jours ou 20 jours. Vous appelez les propriétaires de chiens à prendre leurs responsabilités? Absolument. Tous ceux qui détiennent des chiens doivent prendre aussi leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, nous disons la responsabilité incombe aux maires. C'est vrai que c'est ce que la loi dit. Mais en même temps, ceux qui ont perdu leurs bêtes aujourd'hui, il y a tellement de conditions pour qu'ils puissent indemniser que je ne pense pas qu'on y arrivera, puisqu'il faut qu'eux-mêmes aient une assurance, il faut qu'ils aient le temps de prévenir la collectivité par le dépôt de plainte. Ce dépôt de plainte qui, pour certains, en tout cas ceux qu'ils ont dit, n'ont pas été reçus par les services de gendarmerie. Donc, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Et donc, dans ce cadre-là, on n'y arrivera pas. Donc, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Il faut que nous continuions à travailler ce que nous avons commencé à faire. Et je pense que cette fois-ci, nous allons tenir bon et que, bien sûr, le cheptel bovin, qui est déjà en difficulté, puisse trouver quand même un essor plus favorable pour nos éleveurs. Une dernière question, Patrick Célin, une question importante. L'Agence régionale de santé a lancé une campagne de communication pour limiter l'exposition à la chlordécone à l'attention du grand public. Est-ce que vous avez mis également des dispositifs en place pour informer notamment les agriculteurs? Sont-ils formés? Je crois que face au danger chlordécone. Depuis l'avènement de cette histoire de chlordécone, la Chambre d'agriculture n'a jamais lâché le morceau. Nos techniciens sont régulièrement sur le terrain, nous prodiguons des conseils, nous orientons sur d'autres cultures plus appropriées. Nous sommes aussi dans la certification Certifito de l'ensemble de nos agriculteurs
pour l'utilisation au mieux des pesticides. Je crois qu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture a vraiment embrassé ses compétences en la matière pour permettre à cette profession d'être plus majeure, je dirais, de même que les agriculteurs sont des gens responsables. Et aujourd'hui, lire une notice de pesticides, il faut savoir le faire, il faut savoir doser. Et ça, je crois qu'au niveau de la formation continue, la Chambre assure et nous sommes persuadés que nous allons vers un autre type de professionnels désormais dans le pays. Qui seront mieux formés. Absolument. 159 agriculteurs vont être indemnisés par rapport à la rue de sécheresse qu'ils ont vécue l'an passé. Près de 2 tiers des dossiers ont été rejetés. Est-ce que les agriculteurs sont mal accompagnés dans les démarches administratives? Non, ce n'est pas dans l'instruction des dossiers qu'il y a un problème. Je crois que ce sont des gens aguerris, les techniciens de la Chambre d'agriculture ou alors des organisations professionnelles qui ont produit ces dossiers, avec bien sûr les informations des agriculteurs. Donc, certainement, il y a eu d'autres soucis parce que nous instruisons les dossiers, mais ce n'est pas nous qui les traitons. Ils sont traités par les services de l'ADAF. Donc, alors, certainement, il y a eu quelques manquements, peut-être par rapport à telle indemnisation, tel taux de perte. On ne connaît pas véritablement, la Chambre d'agriculture en tout cas, les vraies raisons. Mais nous disons aussi qu'il avait été aussi promis, en tout cas, d'avoir une certaine souplesse aux agriculteurs quant à la déclaration fiscale et sociale. Il n'en est rien en tout cas. Et c'est pourquoi aussi nous avons eu très peu de dossiers parce que les agriculteurs dégoûtés. Donc après une sécheresse, maintenant le problème des chiens, vous comprenez bien que c'est une profession qui est malmenée de tous parts. Et quelles sont les filières qui seront remboursées justement? Les filières d'une manière générale, tous ceux qui sont donc les cultures maraîchères, l'élevage, tout était prévu, en tout cas dans le cadre de leur perte, d'être indemnisés. Donc maintenant, je crois qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont été refoulés. Donc bon. Nous, on est un peu impuissants face à cela. La production de canne, nous verrons le tas de canne qu'est-ce que ça va donner cette année. En fonction de cela, on saura quelle a été l'incidence de la sécheresse sur la production gagnère. Patrick Sella, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le maire d'Anse-Bertrand a lancé un véritable plan d'insertion pour lutter contre l'oisiveté et singulièrement le chômage qui sévit chez les jeunes. De nombreux acteurs qui œuvrent dans ce domaine étaient présents hier pour une manifestation qui est dédiée. On regarde ensemble le reportage de Nathalie Dinane et de Moïse Dexter. Offrir une perspective d'avenir aux jeunes de la commune, c'est le but que s'est fixé la municipalité d'Anse-Bertrand. Aujourd'hui, ils avaient invité des organismes de formation et des institutions en charge de l'insertion professionnelle, Info Jeunesse Ansoise, pour s'insérer dans un circuit. Et donc les jeunes qui bien souvent n'ont pas de moyens de locomotion ont des difficultés à se déplacer. Et c'est pour cette raison que nous avons pris l'initiative, notre municipalité, de créer ce forum d'information et d'échange en faisant venir toutes les institutions qui sont concernées par l'insertion, par la formation professionnelle et par la recherche d'emploi. Les jeunes ont du mal à se déplacer, persuadés qu'ils n'ont aucune chance. J'ai de mon expérience, en tout cas depuis 24 mois que je suis à la mairie d'Anse-Bertrand, constaté que les jeunes ne sont pas conscients de l'information qu'ils doivent avoir pour pouvoir se donner toutes les chances. Par exemple, je cherchais des jeunes pour mettre dans un chantier d'insertion. Un certain nombre de jeunes, ils sont assez nombreux, que je connaissais et avec qui j'ai pris contact, je constate qu'ils ne sont inscrits nulle part. Ils ne sont dans aucun circuit. Alors que jusqu'à 25 ans, il y a la mission locale qui est là, et après, il y a le Pôle emploi. Édouard Delta a décidé de prendre à bras-le-corps le chômage des jeunes. Il lance une politique de chantier d'insertion. La Mahaudière, la construction d'un groupe scolaire pour commencer. En Guyane se tenait le 3e championnat de bridge scolaire. 60 collégiens y ont participé à un moment de pure concentration, suivi par Mia Pierre d'ATV Guyane. Dans la salle polyvalente du collège Justin Cataillé de Cayenne, pas le moindre bruit, c'est le calme plat. Pourtant, 60 lycéens et collégiens se disputent le 3e championnat de Guyane de bridge scolaire. C'est une sorte de fête pour eux, un championnat qui va désigner justement la meilleure paire, puisqu'ils marchent en paire en général, pour pouvoir justement représenter la Guyane, pour permettre justement de pouvoir montrer que c'est une histoire d'interétablissement. La preuve, c'est que vous allez voir des lycéens qui sont assis à côté des collégiens, d'accord, mais c'est fait de telle sorte à ce que, si vous voulez, le niveau soit fait pour permettre à tout le monde d'être équilibré. Le championnat est organisé sur la base de sujets travaillés pendant l'année scolaire au sein des établissements. La plupart des joueurs sont des novices et des volontaires.
Ce sont des élèves qui travaillent le bridge depuis le début de l'année. Ce sont des élèves volontaires au départ. Et ceux-ci sont vraiment les élèves volontaires pour le championnat. Donc ils se sont engagés à faire des heures supplémentaires pour s'y préparer. Au départ, ils appréhendaient. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils ne connaissaient pas leur fiche par cœur. Mais là, ils se sont mis en confiance. Je sens pas mal. Si certains sont en confiance, d'autres laissent place au stress. C'est stressant et ça se passe très bien. Ça se passe plutôt bien. On a bien commencé le tournoi. C'est un peu stressant, mais ça va. On s'en sort. L'association Bridge éducatif et ludique 973 est à l'initiative de ce championnat. C'est la 3e édition et c'est un franc succès avec des élèves à la recherche de la concentration, la mémorisation, l'envie de partager et d'échanger avec les autres. Reste avec nous, dans un instant, nous irons à Terre-de-Bas à la découverte de l'unique usine de production d'huile de bois d'Inde. Et puis elles sont belles et assument leur rondeur. Nous découvrirons un nouveau concours de beauté, Miss Curvy. Ce dimanche 29 mai, c'est la fête des mères, l'occasion de manifester notre affection en offrant un cadeau, peu importe la valeur de celui-ci. C'est avant tout le geste qui compte. Réalisé de vos mains, acheté en magasin ou chez le fleuriste pour ce jour de fête, certains cadeaux sont devenus des classiques. On regarde le reportage de Loïc Régis d'ATV Martinique. Une scénette sur la difficulté d'être fille-mère. Monica en noir et Félicia, la jeune maman, jouent un épisode de leur propre vie. Elles ont toutes les deux 17 ans et attendre ou avoir un bébé à cet âge n'est pas sans difficulté. C'est du quand tu as un enfant et tu es jeune, tu vas à l'école, tu vas au stage et l'enfant pleure toute la nuit, l'enfant pleure et tu n'as pas le temps de te reposer. Alors, pour leur permettre de rentrer un peu plus dans ce rôle de maman, un repas et de la musique pour fêter avant l'heure la fête des mères leur est offert par l'association SOS Maternité qui les prend en charge. Cette journée me permet de rentrer dans le rôle de maman justement puisque je vais bientôt être maman. Ça me montre un peu le sens de la vie, les choses, le comportement des mamans, le bonheur que ça donne d'avoir un enfant. Comme Félicia et Monica, en ce moment, ce sont 7 jeunes femmes âgées de 16 à 20 ans et 2 bébés qui sont suivis par SOS Maternité. L'association leur permet de mieux se prendre en charge, elles comme leurs enfants. Souvent en situation d'échec scolaire, en difficulté sociale et sentimentale, il s'agit aussi de retrouver une certaine confiance en soi. Des ateliers leur permettent d'atteindre ces objectifs. Nous faisons des ateliers esthétiques, nous faisons un atelier d'hygiène du corps, un atelier esthétique, c'est-à-dire le relooking, leur montrer que être bien dans sa tête, c'est aussi être bien vêtu, être bien le visage rayonnant. C'est tout ce qu'on fait avec elles. Avoir le sourire de temps en temps, même si elles ont des échecs, elles ont des problèmes, mais la vie ne s'arrête pas. SOS Maternité, comme la ruche, la structure dont elle dépend, doit faire face à des difficultés de fonctionnement. Cette année, elle dispose de 700 000 €, mais les aides de la CAF et de l'ancien conseil général n'ont cessé de diminuer. Nous avons des difficultés de fonctionnement au quotidien pour assurer les salaires, pour assurer les vêtements, pour assurer le bien-être des filles. Et nous avons, disons, des jeunes qui sont véritablement en difficulté et qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin d'ordinateurs, comme tout le monde, qui ont besoin de vivre réellement. SOS Maternité peut accueillir une vingtaine de jeunes filles. Dans quelques mois, la structure déménagera pour intégrer de nouveaux locaux, toujours à Fort-de-France. Elle deviendra alors un centre maternel disposant de plus grandes chambres, avec de meilleures installations pour accueillir les filles mères et les jeunes mamans. Une façon de célébrer les mamans. Et nous partons aux Saintes maintenant. L'exploitation agricole Beaujour, située à Terre-de-Bas, a lancé sa production d'huile de bois d'Inde. Elle est la seule exploitation de ce type en Guadeloupe et peut produire plusieurs tonnes d'huile par an. De la récolte à la distillation, Karine Diama a suivi pour vous cette production dans les moindres détails. Sur l'île de Terre-de-Bas, on retrouve en quantité une plante bien connue pour ses multiples vertus et surtout pour son huile, le bois d'Inde. Sous cette plantation, on a 3 types de bois d'Inde. La type girofle, justement, qu'on est en train de ramasser pour faire la distillation ça a commencé déjà. Et l'anis,
qui est aussi en quantité. Et on va dire en minorité, on a la citronnelle, qui est quand même un produit un peu plus rare quand même ici. Et pour lancer la production d'huile, c'est le bois d'âne giroflé qui sera cueilli. Le petit giroflé qu'on va faire va nous servir d'antidouleur. On va la mélanger avec du pépin de raisin et du carapate. Je parle bien de l'essence qu'on va récupérer des feuilles. Et nous donner un produit exceptionnel, de manière à soulager un muscle engourdi, un muscle fatigué, un muscle atrophié, un muscle... Voilà, c'est un antidouleur naturel. Outre ses vertus thérapeutiques, le bois d'Inde peut également avoir un usage domestique. Parce que lorsqu'on fait la distillation, c'est des jets de vapeur. La vapeur se transforme en eau. Et cette eau, on va la récupérer, qu'on appelle l'eau florale. Et l'eau florale va nous servir pour nettoyer la maison. Et voilà, pour chasser tout ce qui est ravets, tout ce qui traîne par terre, tout ce qui est nuisible, quoi. C'est un répulsif insecte de première. Mais comme ça, c'est pas beaucoup efficace. C'est quand on va prendre l'huile et faire l'eau, extraire la matière, qu'elle va devenir vraiment efficace. Parce qu'il y a des fourmis qui mangent les feuilles aussi, hein, peut-être c'est sûrement bon pour eux. Une fois les sacs remplis, ils seront acheminés par M. Beaujour lui-même dans sa modeste distillerie. Ici, les feuilles récoltées seront versées dans des cuves et seront soumises à de la vapeur d'eau. Le début d'un procédé minutieux. 2 étapes qui doivent être faites quasi simultanément. Il faut chauffer très brutalement le matériel végétal pour que les molécules d'huile essentielle se libèrent du matériel végétal, se libèrent entre elles parce qu'elles ne sortent pas toutes en même temps. C'est pour ça que le processus de distillation va durer à peu près 1h30, 2 heures. Et à peine cette libération s'est produite, il faut refroidir très vite aussi, de manière à séparer l'eau de l'huile. Sinon, si l'eau ne se sépare pas de l'huile, on a un autre produit qui s'appelle une émulsion, qui n'est pas une huile essentielle. Et nous, c'est ce que nous réussissons à éviter avec ce matériel, qui est un matériel de très haute qualité. Une fois ce procédé terminé, reste la dernière étape, la séparation. Le distillat, le produit de la distillation va sortir, cette sortie-là, et va tomber dans l'essentiel. Alors là, c'est là que la séparation eau-huile va se faire. C'est-à-dire que l'huile, l'eau étant plus lourde, va rester au fond et l'huile va surnager. Une huile pure qui devra tout de même faire l'objet de quelques ajustements avant d'être proposée à la clientèle. On ne peut pas destiner au public comme ça de l'huile essentielle qui est un produit quand même dangereux. S'il est utilisé pur ou s'il est utilisé sans discernement. Alors on comprendra bien que tout ce qui est dosage, coup de main, ça reste secret. Un secret bien gardé depuis 18 ans et qui offre à l'association Le Mapou la certitude d'être la seule à fabriquer une huile de bois d'Inde 100% locale. Et toutes les femmes sont belles, quelle que soit leur morphologie, c'est ce que souhaite démontrer l'élection Miss Curvy. 12 candidates sont actuellement en préparation pour concourir à ce concours qui valorise les femmes avec leur rondeur. Karen Diamin les a rencontrées en pleine répétition. Le 3 juillet prochain, ces 12 femmes se présenteront à l'élection de Miss Curvy, un tout nouveau concept dans notre archipel. Curvy, en anglais, veut dire avoir des courbes. Et vous l'avez bien vu, les filles qui sont là, ce sont des filles qui ont des courbes bien marquées, qui ont une taille marquée, très marquée, de belles hanches, de belles fesses, de belles cuisses et une silhouette très agréable. Ça, c'est important. Nous nous démarquons ainsi de Miss Ronde. Loin des traditionnels concours de beauté, cette élection présente un double objectif. Le physique que nous cherchons à proposer à ces jeunes filles qui ont la structure, la silhouette de base est une silhouette, une structure qui est compatible avec la santé. Parmi ces filles, il y en a qui sont visiblement en surpoids, ça se voit, et nous proposons de leur faire subir des séances de sport, de natation, de piscine sous la surveillance et l'accompagnement des coachs, de l'alimentation, de la marche, tout ceci dans une ambiance conviviale de façon à instaurer chez elles ou restaurer
la confiance en soi. De la confiance, Amandine, 23 ans, en a à revendre. J'ai décidé de participer à Miss Curvy tout simplement parce que chaque femme devrait s'accepter comme elle est, qu'elle soit en forme, mince, plus ronde. C'est pas un complexe, bien au contraire, on doit s'assumer comme on est. C'est pour ça que je participe au concours. Souvent interrogée sur la nature de son physique généreux, Solange a également souhaité faire passer un message. Je dirais que c'est un concours qui sort de l'ordinaire parce qu'effectivement, on a tendance à oublier ce type de corps. Et donc, ce qui fait que c'est bien parce que ça met la femme antillaise en valeur. Parce qu'il n'y a pas que la taille S ou la taille 44, mais il y a un peu des deux dans une personne, des fois. On nous a imposé une taille unique, la taille 36. Et ces gens qui nous les ont imposés, on sait bien d'où ils viennent. Donc on n'a pas tenu compte du tout de la morphologie antillo-guyanaise, africano-américano-antillaise. Une morphologie qui pourrait souvent être associée à une mauvaise image, une idée reçue que le comité souhaite effacer. Il n'y a pas de vulgarité. D'ailleurs, ça il faut qu'on le dise, dans l'élection que nous prévoyons le 9 juillet, et j'espère bien que ça sera à l'archipel, eh bien, nous supprimons la partie maillot de bain. S'il y a maillot, il va y avoir quelque chose par-dessus, soit un paréo, soit un petit habit très fin, parce que nous ne voulons pas montrer les filles dans leurs plus simples éléments, comme à Miss Ronde, puisque ça débouche souvent vers autre chose. Nous voulons les valoriser par l'habit. Avec ce nouveau concours de beauté, le comité Miss Curvy Guadeloupe risque bien de changer la norme de beauté de l'archipel. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Dans le cadre des commémorations de l'abolition de l'esclavage, un hommage sera rendu demain à Louis Delgrès à Saint-Claude, samedi 28 mai, dès 14h, à la stèle de Delgrès à Matouba. Et puis, si vous voulez donner de votre sang, la collecte mobile sera demain au centre d'accueil universel à Mande-Verguin aux Abîmes, de 8h30 à 13h, et lundi 30 mai au village de Jarry, de 9h à 14h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.